Bonjour et bienvenue au cours numéro 2 sur la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre qui s'est déroulée de 1939 à 1945. Aujourd'hui, on va s'attarder au début de la guerre, avant la guerre, parce qu'une guerre, ça se prépare. Donc, on se rend jusqu'à avant 1939. Mais on va quand même faire des petits sauts à l'intérieur. Tu vas voir que aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur Hitler. On va parler de cet homme qui a été le grand chef finalement de cette guerre. Parce que à cause de ses idées, le monde entier a dû se battre. Alors, on dit qu'un futur dictateur se prépare. On en a parlé au dernier cours que le dictateur, c'est une personne qui a pris tous les pouvoirs et qui prend toutes les décisions pour son peuple. On est à l'opposé de la démocratie. Le peuple n'a plus de pouvoir. Le dictateur fait ce qu'il veut. Mais bon, on va parler de lui quand il était jeune. Donc, Adolf Hitler vient d'un pays qui s'appelle l'Autriche. Ça se situe en Europe, à peu près à cette place-là. Et l'Autriche est un pays qui se situe juste en dessous de l'Allemagne. Hitler vient du nord de l'Autriche, près de la frontière allemande. Il est né en 1889 et c'est ça, c'est juste à la frontière de l'Allemagne. Il parle allemand. En Autriche, on parle allemand. On connaît très peu de choses sur sa jeunesse. Il y a plein de gens qui vont même partir des rumeurs, mais c'est pas fondé. Il y a des historiens qui étudient la cause en ce moment au fait que Hitler aurait peut-être des origines juives lui-même. Lui qui détestait tant les juifs, peut-être qu'il y aurait dans sa lignée de famille des origines juives, mais on n'est pas capable de le prouver. Alors, il faut se méfier de ceux qui disent il était juif. Non, 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 ce sont des rumeurs. OK? Ce que l'on sait, c'est sa date de naissance, on connaît ses parents. Son père il a été apiculteur un bon bout de temps. Ça, c'est, il élève des abeilles. Euh, il était quand même un bon élève. On le voit ici sur une photo de classe. C'est lui ici, là. Tu vois qu'il y avait déjà son petit air dominant, hein, c'est sûr. Son prof avait dit de lui que parmi tous ses élèves, c'est celui qui rangeait ces choses-là de façon exemplaire. Il n'y avait jamais un crayon qui dépassait. Il avait quand même des bons résultats scolaires. Il aimait jouer dehors. Son jeu préféré, c'était les cow-boys et les Indiens. Puis sa sœur a dit que c'est toujours lui qui voulait être le chef, puis tout le monde devait lui obéir, sinon il se fâchait. Il avait mauvais caractère. À 11 ans, parce que son père change de métier, il doit changer d'école aussi. Et c'est là que ses résultats vont chuter. Il va se mettre à échouer parce qu'il y a de la difficulté à se plier au cadre scolaire. Lui, ce qu'il veut, c'est de devenir un artiste peintre, mais son père a de plus grandes ambitions que ça pour lui. Il veut qu'il soit fonctionnaire. La chicane va pogner, puis finalement, je pense que c'est quelques années plus tard, là, il devait avoir 12-13 ans, je suis pas sûre, là, son père meurt. Donc, à partir du moment où son père meurt, il est beaucoup plus libre et déjà très jeune, il va s'exiler à Vienne. Il va partir à Vienne. À Vienne, c'est la capitale de l'Autriche, où il rêve de pouvoir intégrer l'école des beaux-arts de Vienne. C'est là qu'on forme les plus grands artistes. Euh, Hitler veut être portraitiste, il veut peindre des paysages. Il est pas pire en dessin, je dois dire. Euh, c'est d'ailleurs lui qui a fait ce dessin que tu vois. C'est un dessin d'Adolf Hitler. Sauf que il a traîné longtemps dans la ville de Vienne avec pas vraiment beaucoup d'argent parce que son père, en mourant, il a laissé un peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc lui, comme il a décidé de quitter, ben il doit s'arranger avec ses affaires. La première année, il a tenté d'entrer aux Beaux-Arts, il a été refusé. La deuxième année, il a encore été refusé. Donc ça a fait de Adolf Hitler une personne je te dirais, frustré. Il avait déjà mauvais caractère. Là, ça s'est comme ambitionné. Puis, toutes les années, puis là, on est avant la guerre, là. La première guerre, on est avant la première guerre. Les années où il a erré dans les villes de Vienne, ben, il était extrêmement pauvre.
pour gagner de l'argent, ce sont toutes de ses œuvres que tu vois, il peignait des cartes postales. Donc ça ici, c'est des modèles de cartes postales que Hitler a peints et qu'il vendait aux touristes qui se pointaient à Vienne. C'est des paysages et des bâtisses de Vienne ou des alentours de Vienne. Et puis, il habite à Vienne dans un foyer pour les sans-abri pendant un long moment. Et c'est là qu'il a rencontré des gens qui lui ont inculqué euh, la haine envers les Juifs. Ce serait durant son séjour à Vienne qu'il aurait appris à détester les Juifs finalement. Donc, plus tard, bien sûr, Hitler a été obligé de devenir soldat pour la Première Guerre mondiale. Donc, ici, on a des images de Hitler durant la Première Guerre mondiale. C'est toujours le moustachu de la gang, là. Tu vois, il y a déjà eu une grande moustache. C'est lui ici aussi, avec le fameux casque à pointe. Et puis ici, il était, Hitler, durant la guerre de 1914, un estafette. C'est un drôle de nom, hein? Estafette. En fait, c'est que son travail, c'était de faire passer les messages écrits entre les différents camps ou les différentes tranchées. Donc, c'est lui qui passait les messages, ceux qu'on ne pouvait pas passer à l'aide du code Morse, on les faisait passer par écrit. Puis il courait comme ça, d'une tranchée à l'autre pour faire passer ses messages. Il a même reçu une récompense en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale, une récompense pour son courage parce que dans une attaque, il a réussi à mettre à l'abri le commandant du régiment. Fait que pour ça, on l'a promu, ça veut dire on a élevé son grade, il est devenu adjudant, puis on l'a décoré de la Croix de fer. La Croix de fer, c'est une décoration honorifique de l'armée allemande. Voilà, donc c'est notre Hitler. Plus tard, après la guerre, en Allemagne, comme tu le sais, ça s'est mal passé. On les a, ceux qui ont gagné la guerre ont déclaré les Allemands responsables de tous les malheurs et de toutes les dettes de la guerre. Et les habitants d'Allemagne ont vécu une crise économique monumentale. Et ça, c'est tous des chômeurs là, qui sont dans la rue et qui veulent travailler. Et ces gens-là ont fondé comme un parti politique, le Parti des travailleurs. Ces gens-là veulent avoir des droits en tant que travailleurs et ne pas subir des mises à pied continuelles dans cette crise économique. Et c'est drôle, ben c'est drôle, mais bon, pas drôle. Certains historiens, en faisant l'analyse de certaines photos prises lors de ces manifestations, ont repéré Hitler dans ces manifestations-là. Il était un partisan, Hitler, du Parti des travailleurs. Il était tellement partisan que Hitler, il a joint le parti politique, celui des travailleurs allemands, et en 1921, 3 ans après la guerre, il en est devenu le chef. En allemand, le chef, on l'appelle le Führer. C'est comme ça qu'on dit en allemand, le Führer. Et quand il est devenu le chef de ce parti des travailleurs allemands, il a décidé de changer le nom du parti politique. Il a appelé ça le parti nazi. Dans la prochaine diapositive, je t'explique pourquoi ça s'appelle nazi. OK? Donc, on connaît maintenant ce mot-là, nazi. Hein? Le parti nazi a formé le nazisme et c'est Hitler qui a parti l'idée du nazisme. Donc, on les reconnaît, les nazis, par leur brassard avec la croix gammée, comme tu vois le portrait de Hitler qui est là, avec sa moustache raccourcie. Tu vois sa croix de fer sur sa poche? Ça, c'est sa décoration qu'il a reçue durant la Première Guerre. Et juste à côté, son brassard, c'est son appartenance au régime nazi. C'est la croix gammée inversée. 2 ans plus tard, en 1923, il a essayé de renverser l'État allemand. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était chef d'une organisation qui essayait de sortir le premier ministre du Canada, par exemple, de son gouvernement et de prendre possession du gouvernement du Canada. C'est un peu ça que Hitler a tenté de faire en 1923 parce qu'il était écœuré de la façon dont les Allemands étaient traités et il trouvait que le chef de l'État, à ce moment-là, n'était pas assez fort
pour faire briller les Allemands comme ils devraient briller. Donc, naturellement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on l'a emprisonné. Hitler a fait de la prison pendant 1 an parce qu'il a essayé, pardon, de renverser l'État allemand. Et là, dans sa prison, il a écrit un livre. Il a eu 1 an pour penser à son affaire. Son livre, il l'a appelé Mein Kampf. En français, ça veut dire mon combat. Et là, dans ce livre-là, il va développer ses idées et tout écrire ses projets. C'est sur son livre que tout ce qui va se passer se base. Toutes ses idées de comment faire pour que l'Allemagne redevienne un grand pays et qu'il puisse dominer le monde, tout est écrit dans ce livre-là. Il y a des idées dans ce livre-là qui sont ultra racistes. Il y a des idées dans ça qui sont très violentes, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Les gens l'ont lu. Ils l'ont lu énormément. Ça a été un best-seller. Les Allemands qui étaient découragés de leur vie lisaient Mein Kampf et trouvaient que, ben, coudonc, c'est peut-être ça notre solution. C'est sans doute par la violence qu'on va y arriver. Alors, dans son livre, ça c'est un exemplaire d'origine, dans son livre, Hitler va expliquer au peuple comment on fait pour s'en sortir. Puis là-dedans, il dit qu'il faut éliminer les peuples qui sont inférieurs aux Allemands. Puis pour lui, ceux qui sont inférieurs aux Allemands, c'est tous les Juifs, tous les Tziganes, tous les communistes, et il y en a d'autres aussi, là. Même que les communistes, il dit, c'est pas juste du monde inférieur, ce sont nos ennemis. Souviens-toi que les communistes sont complètement à l'extrême gauche de la droite politique et les nazistes sont complètement à l'extrême droite de la droite politique. Donc, naturellement, les deux sont opposés et sont ennemis. Donc, c'est ça. Donc, pour Hitler, il faut placer l'Allemagne sous l'autorité d'un seul homme, c'est-à-dire le Führer, le chef. Et il dit que le chef, ben, ça pourrait être moi. Moi, je sais quoi faire. As-tu vu le mot tzigane? Est-ce que tu sais c'est quoi un tzigane? Les Juifs, on a une idée, je vais t'en reparler. Les communistes, bon, on sait que c'est une extrême gauche. Mais les tziganes, c'est qui? Qui est ce peuple que Hitler trouve si inférieur? Ben, c'est quoi un tzigane? C'est des gens qu'on va appeler aussi les Romanichels, ou bien des Gitans, ou bien des Gypsies, ou bien des Bohémiens. Tout ça, c'est comme des synonymes, là. Bon, oui, on va dire synonyme. C'est pas tout à fait, mais c'est le même genre de mode de vie, en fait. Un tzigane, c'est des gens euh, qui sont depuis, ça fait, ils sont partis de l'Inde il y a 800 ans, à l'époque de Hitler, OK? Ça fait 800 ans qu'il y a des gens qui ont quitté l'Inde pour se rendre jusqu'en Europe, en fait. Et ces gens-là, ils vont s'établir dans tous les pays d'Europe sans y avoir été invités. C'est comme des réfugiés, si on veut. OK? Donc, c'est des gens qui vont refuser de vivre selon la société où ils habitent. Ils vont vivre ce qu'on dit en marge de la société. Ils vont pas intégrer des emplois. Non, ils vont plutôt profiter d'un mode de vie nomade dans des caravanes comme ça et puis, ils vont vivre de la charité des gens. On va avoir des gens qui vont, des tziganes ou des, bon, tout ce que tu voudras, qui vont faire de la musique ou des petits spectacles, ou ils vont fabriquer des objets qu'ils vont vendre comme ça à ceux qui habitent dans les coins où ils se promènent. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ils se contentent de peu. C'est, c'est ça des. La plus célèbre que l'on connaisse des gitanes, c'est Carmen, de l'opéra Carmen, en fait, là. Je t'en chanterai pas un petit bout, là, je ferai pas ça. Le problème, c'est que les tziganes, quand ils arrivent à des endroits, les Européens les méprisent, ils sont discriminés. On dit qu'ils sont lâches de ne pas faire partie de la communauté. On dit que même on n'accepte pas leurs enfants dans les écoles. On dit qu'ils sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Même qu'à certains endroits, on leur interdit de s'installer. Donc, ils sont pas très appréciés, les Tziganes. Donc, c'est pour ça que Hitler dit que c'est un peuple qui est complètement inutile. Il sert pas à faire grandir
l'économie allemande. Puis en plus, ben, c'est des gens qui sont inférieurs parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Il faut s'en débarrasser, aussi bien tous les tuer. Donc on part à une espèce de chasse aux gitans. Ici, on voit une photo, là, tu vois la caravane, tu vois les gens qui ont une vie très, très simple finalement. Plus tard, après la guerre, ils vont commencer à se sédentariser, là. Ils vont commencer à avoir des maisons, mais ils vont quand même conserver un style de vie en marge de la société. Bon, là, je le sais que ça vous brûle les lèvres, là, mais c'est qui ce Hitler? OK? Qu'est-ce qui a fait Hitler? On veut le savoir. Je vais te résumer ça dans à peu près 2 minutes. OK? Peut-être trois. Je vais aller là du début de Hitler, le chef, jusqu'à la fin de la guerre. Puis après ça, dans les autres cours, on va y aller plus lentement. Mais là, je te donne le portrait total de c'est qui Hitler. Hitler a été un dictateur allemand de 1933 à 1945. Hitler, quand il arrive, il va instaurer un climat de terreur. Il va emprisonner tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ses idées. Hitler, il est aussi responsable de la mort et de l'extinction de 6 millions de Juifs, de 1 million de Tziganes et de milliers d'homosexuels. Hitler, pour arriver où il s'est rendu, a convaincu la population en promettant d'améliorer les conditions de vie des Allemands. Les Allemands, entre les deux guerres, vivent une crise économique phénoménale et ne pensent pas être capables de s'en sortir. Hitler, lui, dit tout va s'arranger, j'ai des solutions. La population l'écoute et va même l'élire. En 1933, le président de l'Allemagne est obligé, il est forcé de nommer Hitler comme chancelier. Un chancelier, c'est celui qui est juste en dessous du président. C'est comme le vice-premier ministre ici au Canada. OK? C'est l'assistant. Suite à sa nomination, Hitler va emprisonner tous ses opposants. Souviens-toi que ses opposants préférés sont les communistes. Donc, il va les emprisonner. Puis, quand le président meurt un an plus tard, en 1934, Hitler va en profiter pour récupérer tous les pouvoirs du gouvernement. Il instaure ce qu'on a appelé le Troisième Reich. Autrement dit, l'Allemagne d'avant n'existera plus. Maintenant, ce sera le Troisième Reich. Le drapeau allemand va disparaître, ça va devenir la croix gammée. Adolf Hitler prend tous les pouvoirs et fonde le nouvel État nazi. En 1939, Hitler va envahir la Pologne. Ça, tu comprends que c'est le date de début de guerre, 1939. Hitler demande la permission à personne. Il amène des tanks, il fait une attaque massive en 1939 sur la Pologne. Les alliés de la Pologne, ben, eux autres, ils s'y opposent. Ils disent, ben voyons donc, tu peux pas rentrer comme ça. Tu as déclaré la guerre à personne. Et là, c'est comme ça que la Seconde Guerre mondiale va commencer, le jour où Hitler envahit la Pologne. La pensée de Hitler, sa pensée profonde, c'est que l'Europe devrait être peuplée seulement de personnes blanches, blondes, avec des yeux clairs, le bleu pâle, vert pâle, des yeux pâles. Ces gens-là seraient supposément des êtres supérieurs aux autres. Et Adolf Hitler dit que si on réussit à peupler l'Europe de ces gens en majorité, l'Europe sera une nation parfaite. Donc, c'est un peu ça, les idées racistes de Hitler. Hitler considère que les Juifs sont nuisibles et inférieurs. Il décide de tous, sans exception, les envoyer dans des camps pour les tuer. Ça a été un véritable génocide. Un génocide, c'est l'extinction d'un peuple en entier par
la tuerie. Puis, à la fin de la guerre, les Russes sont arrivés les premiers et ils ont pris Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne. Quand tu prends la capitale, c'est que tu as gagné la guerre. Donc, les Russes sont arrivés, ils ont pris Berlin. Et pour éviter d'être capturé, Hitler s'est suicidé ce jour-là, le 30 avril 1945. C'est après la guerre, une fois que ça a été terminé, que les victimes, ceux qui étaient dans les camps de concentration, ont témoigné. C'est là que on s'est rendu compte que Hitler avait fait des crimes beaucoup plus abominables que l'on croyait. C'est par les témoignages de ces gens qui ont vécu sa tyrannie. Donc, en gros, là, Hitler, c'est lui. OK? Maintenant que ta curiosité est assouvie, on va aller plus dans les détails. On revient avant la guerre. Je te parle de la colère des Allemands parce que à cause de la grande crise en Allemagne, ça ne va pas bien. La population manque d'argent, les travailleurs sont au chômage et la colère monte dans la population. Il y a des manifestations dans les rues et on chiale contre le gouvernement qui n'arrive pas à trouver des solutions. Et c'est là que les nazis vont apparaître comme une nouvelle alternative. Adolf Hitler va présenter au reste du monde sa vision raciste, disant que seules les personnes qui sont les Nord-Européens sont supérieures à tous les autres sur la Terre. Donc c'est eux qui devraient mener toute l'Europe, puis ensuite, tiens, pourquoi pas le monde entier? Puis les Juifs, il faut les éliminer. On va voir plus tard, quand on va parler de l'Holocauste, pourquoi on déteste tant les Juifs. Mais là, pour le moment, on veut juste savoir que Hitler veut les éliminer. Donc, pour Hitler, les Juifs étaient responsables du traité de Versailles, du communisme, de l'art moderne. En tout cas, il disait que les Juifs étaient responsables de tous les malheurs. Lui, c'est Hitler, qu'on le reconnaît encore, avec son fameux salut. Je vais te parler plus tard des symboles des nazis. Donc, il est le chef du Parti national socialiste des ouvriers allemands. Tu te souviens? C'était, on disait avant le Parti des travailleurs, là, mais là, il a changé le nom en National socialiste des ouvriers allemands. Et national socialiste en allemand, c'est Nationalsozialistische. Je le dis probablement pas bien, mais quand tu regardes le na et le zi de ça ici, ben ça donne nazi. C'est de là que ça vient le mot nazi. C'est comme pris à l'intérieur du nom du parti. C'est plus court. Donc, quand il a été sorti de prison, après avoir écrit son livre, il a été élu. Tu te rappelles, hein? Les beaux discours là, à l'autre cour, quand il s'adressait à la foule, il enchantait les foules, il se construisait des décors immenses pour montrer que lui, là, le chômage puis la pauvreté, là, regarde ce qu'il en fait. Il construisait, là, il prenait l'argent euh, du gouvernement pour se construire de grandes scènes comme ça. Il s'est monté toute une armée aussi. Et en 1933, comme on l'a dit tantôt, il a été nommé chancelier par la force, on va le dire. Et après ça, il a pu imposer sa dictature. Donc, il a acheté la confiance des gens et une fois que les gens lui ont donné sa confiance, bien, il a pris tous les pouvoirs et les gens n'avaient plus aucune façon de manifester leur accord ou leur désaccord. Tu n'avais pas le droit de parler. Il est arrivé quelque chose de spécial. On pense, encore là, on pense que Hitler aurait organisé, c'est pas lui qui l'aurait fait, il l'aurait fait faire, là. Il aurait organisé l'incendie du Parlement en Allemagne, ce qu'on appelle le Reichstag. C'est à Berlin, ça. Donc, on dit que c'est nébuleux, on n'est pas sûr, mais on soupçonne que c'est Hitler qui a organisé ça. À partir du moment où il devient chancelier, un mois plus tard, le Parlement prend un feu. Quel drôle d'adon. Fait que suite à cela, le parti nazi ont fait des manifestations, ils ont mis de la pression sur le gouvernement pour qu'on suspende les droits civils. Ça c'est comme les lois de guerre. C'est comme quand ça va mal à un certain point, le gouvernement là, arrête tout, puis il prend tous les pouvoirs.
Il décide tout. Un peu comme dans la crise du COVID, ben là je dis un peu, c'est même pas comparable, là, mais François Legault, le premier ministre du Québec, a pris des décisions. Il a interdit aux gens de se rencontrer. Il a interdit un paquet d'affaires. Il a interdit les écoles d'ouvrir. Pourtant, la loi oblige les élèves à aller à l'école 180 jours par année. Mais quand ça va mal, le gouvernement a le droit de changer les lois. Donc, c'est un peu ça. Les nazis, après cet incendie-là, ils ont dit, ça y est, la population met le feu partout, on va interdire les droits à la population. Et il faut donner tout le pouvoir à Adolf Hitler. C'est ça qui s'est passé. Alors, à partir de ce moment-là, le Reich allemand est disparu. Ça n'a plus existé et c'est devenu le Troisième Reich, celui où Adolphe a le plein pouvoir. Le drapeau a changé. Maintenant, l'Allemagne est représentée par la croix gammée. Hitler détient alors le pouvoir total sur les armées, sur la population, sur les finances, sur tout, tout, tout. Quand tout se retrouve dans les mains d'un seul homme, ça peut dégénérer assez vite. Surtout qu'aujourd'hui, on le sait, une fois que l'histoire est terminée et qu'on analyse tout ce qui s'est produit, on le comprend qu'Hitler, c'était une espèce de psychopathe, là, pour vouloir tuer autant de monde comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on le sait. Dans le temps, on ne le savait pas. Hitler va s'organiser une armée incroyable. La première division qu'il va privilégier, c'est les j'ai la misère à dire ce mot-là, Schutzstaffel, les SS. OK? À partir de maintenant, je vais dire les SS. Ça vient des deux S qui sont dans Schutzstaffel. Les SS, c'est comme l'élite de son armée. Et dans son armée, parmi tous les soldats qui sont là, il va choisir les plus enragés, les plus volontaires, les plus minded. On ne dit pas ça en français, là, mais bon, il va prendre les plus valeureux guerriers et il va en faire une armée d'élite. Et eux, leur mission, ça va être d'éliminer tous ceux qui n'écoutent pas. Il faut qu'ils soient, ils doivent tuer des centaines de personnes par jour. Donc, ça prend un caractère fort. Je te dirais qu'après la guerre, la plupart de ces gens-là sont devenus complètement fous, ceux qui ont survécu du moins. Mais ouais, c'était leur mission, c'était de tuer le plus de monde possible dans le moins de temps possible. Il va aussi s'associer une police secrète qu'on appelle la Gestapo. Eux autres, ils font la chasse aux Juifs, surtout dans les villes, pour repérer où sont les Juifs. Ils rentrent chez les Juifs, puis ils sortent dehors, puis ils les emmènent dans soit des ghettos ou dans des camps de concentration ou d'extermination. Donc, la Gestapo, c'est la police secrète de Hitler. Donc, il va chasser tous ceux qui ne l'écoutent pas finalement. Il y a même des Allemands qui ont goûté à cette médecine-là. Dès que tu parlais contre Hitler, paf, ça en était fini pour toi. Hitler va interdire tous les autres partis politiques, puis tous les syndicats. Il n'y a personne qui a le droit de s'opposer à Hitler. Hitler va abolir, ça veut dire interdire la liberté d'expression. C'est ce que je viens de te dire. Tu ne peux pas donner ton opinion. Peut-être que chez vous, la porte fermée, tu dis ce que tu veux, mais dès que tu te retrouves en public, faut que tu adules Adolf Hitler. Si tu le méprises et que quelqu'un te dénonce, t'es pas mieux que mort ou emprisonné. La liberté de presse est abolie aussi. La liberté de presse, ce que c'est qu'on a le droit d'écrire ce que l'on veut dans les journaux. On peut être d'accord ou en désaccord et on manifeste notre opinion dans les journaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, même chose, on a le droit de dire ce qu'on veut. Mais là, avec Hitler, c'est aboli. On n'a plus le droit. Hitler contrôle même la presse. La télé n'existe pas encore à cette époque-là. Donc, Hitler puis sa gang vont contrôler ce qui s'écrit dans les journaux. Donc, dans les journaux, on ne va écrire que des bonnes choses du parti nazi. On va encourager les gens à suivre leurs idées. On va jouer dans la tête du monde, finalement. Et tous ceux qui s'y opposent vont être emprisonnés ou réduits au silence d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire on va te tuer. Quand il y a des manifestations, tu vois, ben, t'es emprisonné. Il y a des interdictions de se regrouper. On n'a pas le droit.
Tu n'as pas le droit de te regrouper. Et puis Hitler va, en cachette, tout se réarmer, même si le traité de Versailles lui interdisait. Puis les Allemands, même, ils ont fait ça avant la guerre, commençaient à construire des tanks. Le traité de Versailles dit, les Allemands n'ont pas le droit de se réarmer. Ce que les Allemands ont fait, c'est qu'ils sont allés voir les Russes, puis ils leur ont dit, on vous paye si vous nous fabriquez des tanks, si vous nous fabriquez des obus. Donc les nazis, ben, ils ont pu envahir des territoires assez rapidement. Hitler a instauré une espèce de propagande. C'est peut-être un nouveau mot pour toi, ce mot-là, propagande. La propagande, c'est des espèces de publicités pour contrôler la pensée des gens. Un peu comme quand tu écoutes la télé, qu'il y a des annonces publicitaires. Puis là, tu vois là, une annonce de bouffe, OK? Ils vont te présenter là, des hamburgers. Là. Puis là, tu vois le hamburger là, tout juteux. Là. Les gens prennent des bouchées, ça a l'air bon. Puis là, tu as faim tout d'un coup en regardant la télévision. Mais ça, c'est une façon de manipuler la pensée des gens. On va te proposer des... C'est comme quand on va quand tu vas au dépanneur. Tous les bonbons, as-tu déjà remarqué qu'ils sont placés à la hauteur des yeux des enfants? Ben, c'est voulu, ça. C'est pour que quand le parent vient avec son enfant au dépanneur acheter un pain, ben l'enfant, tout ce qu'il voit, c'est les bonbons puis les chocolats. Puis là, il va, j'en veux, j'en veux. C'est une façon de manipuler la tête du monde, tu comprends? C'est un peu ça, la propagande. Mais là, au niveau de la politique, ça s'appelle la propagande. Donc, pour contrôler la pensée, les nazis vont en pleine crise, organiser des gros rassemblements, comme tu as vu dans le vidéo du dernier cours. Et là, le but, c'est d'impressionner le peuple. Il va faire des grands discours, des chants, de la musique. Il va y avoir des drapeaux nazis partout. Dans les rues, ils vont défiler avec les chars d'assaut pour montrer au peuple, regardez, nous, on est prêts à se battre. Regardez tout l'armement qu'on a. Puis en plus, Hitler se dit que s'il réussit à convaincre les enfants, les parents vont embarquer. Puis si je réussis à convaincre un enfant de 10 ans, ben quand ça sera le temps d'aller se battre dans 5 6 ans, il sera rendu majeur, puis il sera un bon soldat. Il va avoir appris, dès son tout jeune âge, à défendre l'Allemagne. Et ça, ben lui, il a organisé ça. Ça s'appelait les jeunesses hitlériennes. Il y avait 9 millions d'adolescents qui faisaient partie des jeunesses hitlériennes. Excuse-moi. Donc, on voit ici un défilé. Quand je te dis, là, on veut montrer à la population comment on a beaucoup de soldats, comment on est bien organisé. On met des drapeaux nazis partout. Puis là, tu as la population sur les trottoirs qui se dit waouh, on est loin du chômage puis de tout ce qu'on trouvait plate durant la crise. Nous, les Allemands, on s'en sort mieux que tous les autres dans le monde. Et ça, c'en est des affiches de propagande où sur les murs de la ville, on va mettre Adolf Hitler comme ça, où on va le mettre en chef tout puissant, qui aime les enfants et qui regarde là, les chars d'assaut qui se promènent en ville. Et puis, ben, regarde-moi ça, cette affiche-là, celle-là me fait rire. Il se donne quasiment des airs de Jésus ou du bon Dieu ou du prophète. Tu sais, qu'il y a comme la lumière divine qui l'illumine en haut. Eh boy! Ouais. Tiens, ça c'était des publicités pour inciter les jeunes à se joindre aux jeunesses hitlériennes. Même que Hitler se promenait dans les écoles pour en faire la promotion. Il jouait dans la tête des enfants. Là, tu vois, ils ont leur uniforme là, des jeunesses hitlériennes. Et puis Hitler va les visiter. Ils sont muets d'admiration. C'est quand même cet homme-là qui les a sortis de la misère. C'est ça qu'ils pensent. Donc, on acclame Hitler dès qu'il se pointe et même quand il n'est pas là. Pour se souhaiter un au revoir ou pour dire qu'on est content d'être allemand, on dit Hail Hitler en brandissant le bras droit devant soi. Je t'expliquerai ce que c'est un peu plus tard. As-tu vu ça, toi, le défilé? C'est impressionnant quand même. Et là, Hitler qui se faisait construire des estrades comme ça grandioses. Disons que ça donne du décorum. Hein? Et dans sa propagande, Hitler incite la population à
à adhérer complètement à ces idées. Puis pour adhérer complètement aux idées nazies, ben, il faut brûler tout ce qui n'est pas nazi. Donc, la connaissance, à cette époque, se transmet par les livres. Excuse-moi, faut que je me mouche. C'est pas bien beau, hein? Excuse. Donc, on va brûler les livres. Si les auteurs sont juifs ou communistes, si c'est des idées qui vantent la paix dans le monde ou la démocratie, brûle-moi ça. Donc, d'abord, Hitler dit, vous êtes obligés de sortir de votre maison tous les livres qui sont proscrits, ça veut dire interdits. Puis il en avait fait une longue liste. Et la Gestapo, si elle rentre chez vous, puis elle voit que vous possédez des livres interdits, ben vous allez être emprisonné. Comprends-tu que la population a peur? La population sort dans les rues et dans plusieurs quartiers des villes, on va faire des gros brasiers comme ça, où les gens vont carrément lancer leurs livres. C'est épouvantable, c'est une image forte. C'est comme si les gens se refusaient toute connaissance, toute culture, toute éducation. On pitche les livres dans le feu et on obéit aveuglément au Führer. Il y a un film qui a été fait que tu peux écouter, c'est destiné à la jeunesse en fait. C'est un livre, mais personnellement, moi je l'ai adoré en tant qu'adulte. Là. Ça s'appelle La voleuse de livres. Et l'image que tu vois là, c'est en couleur, là. Ben, c'est tiré de ce film-là. C'est La voleuse de livres, The Book Thief en anglais. C'est extrêmement beau et ça te donne une bonne idée de la guerre qui se prépare en Allemagne. Ça se passe en Allemagne, justement. Et la comédienne principale, c'est elle, elle s'appelle Sophie Nélis. C'est une Québécoise, imagine-toi donc. C'est un film américain, mais c'est une Québécoise qui a eu le premier rôle. Vraiment un bon film, écoute ça. Alors l'Europe, avec un Hitler fort, puissant, manipulant les idées des gens, va entrer en guerre. Après le traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale, on avait interdit aux Allemands de posséder une armée de l'air, des tanks, bon, tout ça. Mais l'Allemagne, elle s'en fout pas mal. Et tu vas voir que durant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont rarement respecté les ententes. OK? Donc, même avant qu'Hitler arrive, on commence à se réarmer, on va des pactes avec la Russie, et là, il y a des alliances qui vont se créer, comme à la Première Guerre. Comme l'Allemagne a fait construire ses tanks en Russie, ben, tu comprendras qu'il va y avoir une entente entre la Russie et l'Allemagne. Eux qui étaient, souviens-toi, qui étaient ennemis durant la Première Guerre mondiale. Puis, ce qui surprend, c'est que la Russie est communiste. Hitler déteste les communistes. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, une fois qu'Hitler va être là? Je ne le sais pas. OK, donc Hitler, ce qu'il va faire, c'est que il va commencer son rêve de grande Allemagne avant la guerre. On est en 1938, la guerre commence en 1939. Un an avant la guerre, ce que Hitler va faire, c'est que lui, il était autrichien, donc il va essayer de prendre l'Autriche. OK? Donc, l'Autriche, si tu vois l'Allemagne en vert foncé, l'Autriche, elle est en vert lime juste en dessous. Là. C'est collé à l'Allemagne et par son pouvoir, il va annexer l'Autriche à l'Allemagne en 1938. Donc, l'Autriche perd son nom et elle devient l'Allemagne. Ce que Hitler va faire aussi, c'est qu'il va créer des alliances. OK? Il va créer des alliances avec l'Italie. Ça, c'est un pacte d'acier. Ils vont se soutenir. Si l'un ou l'autre se fait attaquer, on se soutient. Donc, l'Italie est de mèche avec l'Allemagne. Le chef de l'Italie, c'est Benito Mussolini, qui est lui aussi d'extrême droite, comme Adolf Hitler. Donc, on se comprend dans nos idées. Bon, ils se sont chicanés beaucoup, mais quand même, l'idée générale, c'est qu'ils se sont entendus. Ces deux dictateurs. On va aussi faire ce qu'on a appelé un pacte de non-agression avec l'Allemagne. L'Allemagne, pas l'Allemagne, avec la Russie. À cette époque-là, la Russie s'appelle l'URSS. OK? Donc, l'Allemagne va faire un pacte de non-agression. Ça veut dire, on n'est pas nécessairement alliés, mais
on va se promettre que ni l'un ni l'autre allons nous attaquer durant cette guerre-là. On ne te demande pas d'être notre allié, mais on ne s'agresse pas. C'est un peu ça, un pacte de non-agression. J'attire ton attention sur l'Allemagne et l'URSS et du pays qui est entre les deux qui s'appelle la Pologne. C'est avec la Pologne que tout va changer. Mais là, je reviens en arrière. Il prend l'Autriche, puis la France puis l'Angleterre réagissent pas. Hitler est rentré là, il dit tiens, j'en fais un pays, c'est mon Allemagne, blablabla. La France puis l'Angleterre n'ont pas réagi. Mais pourquoi tu penses que les Anglais et les Français n'ont pas réagi? C'est qu'en fait, la Première Guerre mondiale, là, ça fait pas longtemps que ça a eu lieu. Puis les Anglais et les Français, ils ont perdu près de 1 million de soldats, puis ils ont dépensé 60 milliards de dollars juste pour faire la guerre. Ben, les Français, là, ils n'ont pas du tout envie, ni les Anglais, de refaire une autre guerre. Fait que Hitler, il prend l'Autriche, parfait, on va le laisser faire. Nous autres, on ne veut pas s'en mêler. C'est ça qui s'est passé. Dans l'image que tu vois à droite, il y a plein de croix. Tu comprends que c'est un cimetière des soldats qui sont morts à la guerre et il y a des étoiles dedans. Je sais que ça vous... chaque fois que je montre cette image-là, j'ai toujours la question, comment ça se fait qu'il y a des étoiles, madame? Les étoiles, c'est qu'en fait, les soldats qui sont morts lors de cette bataille, ils étaient juifs. C'est l'étoile de David, le symbole juif, la croix chrétienne et l'étoile de David des juifs. C'est ça. Oui, les Juifs, ils étaient des habitants de l'Europe et ils participaient aux guerres lors de la Première Guerre mondiale. C'est à la Seconde Guerre mondiale qu'on les a enlevés. Bon, là, il s'est organisé une réunion à Munich. Munich, c'est une ville d'Allemagne, parce qu'on voulait jaser avec Hitler, OK? Là, il y a l'Allemagne veut l'Autriche, mais elle a pris l'Autriche, mais elle en veut encore plus. Donc là, les Français puis les Anglais se sont dit, OK, là, bon, on va pas attaquer, on va pas déclarer de guerre, mais on va s'asseoir puis on va se parler, hein? Fait que le 12 mars 1938, la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne vont se rencontrer. Et on dit, les Français et les Anglais disent, OK, vous voulez la Tchécoslovaquie? Prenez-la. On va pas sortir les armes, on va vous laisser faire. Prenez la Tchécoslovaquie. Mais si vous prenez la Tchécoslovaquie, vous nous jurez qu'après ça, c'est terminé. On va signer un papier, là. C'est comme si moi, Madame Chaillé, du jour au lendemain, je prends la classe de 5e année, je mets le prof dehors, puis je décide de prendre les deux classes. Puis vous n'avez pas le choix. Si vous refusez les élèves, ben je vais vous étrangler. OK, hey, c'est quelque chose. Puis là, ben la direction a regardé faire ça, puis la direction de l'école n'a rien dit. Le jour où je veux prendre la classe de 6e année à l'autre bout du corridor, là, la direction va dire Madame Chaillé, on aimerait ça vous rencontrer. Et là, ils me disent écoutez, Madame Chaillé, vous nous faites un peu peur, là. Puis nous autres, on n'a pas les moyens, là, de partir une guerre. Prenez la 6e année à l'autre bout du couloir, là. Puis après ça, arrêtez. C'est un peu ça qui s'est passé. Ils ont fait un pacte avec Hitler, disant prends la Tchécoslovaquie, puis après ça, on est quitte. Comme ça, en signant ce papier-là, les Anglais et les Français, ils pensent échapper à la guerre. M'a te dire une affaire, ils espèrent que ça va s'arrêter là. Ça, c'est une photo souvenir de cette journée en mars 1938. Donc, celui à gauche, c'est le premier ministre du Royaume-Uni, le président de France, tu as Hitler qui représente l'Allemagne et Mussolini qui représente l'Italie. Donc, on s'est assis, on a signé un papier. L'Allemagne et l'Italie, qui sont ensemble, vont signer le papier en disant oui, 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 c'est beau, on va arrêter là. Est-ce que Hitler, tu crois qu'il va se contenter seulement de la Tchécoslovaquie? Non. Et là, ça va péter pour vrai. Fin du cours numéro 2.